Peux-tu l'imaginer? Une femme qui vivait dans une maison qui respirait comme la mer elle-même. Personne ne savait depuis combien de temps elle était là, ni d'où elle venait. On disait qu'elle était arrivée une nuit de vent, quand les vagues cognaient contre les falaises et que les fenêtres des maisons tremblaient comme des os. On disait qu'elle n'avait apporté avec elle qu'une petite valise, une photographie jaunie et un livre sans titre. Mais personne ne l'avait vraiment vue arriver. Seulement, au matin, sa silhouette était déjà là, immobile sur le seuil de la vieille maison à la lisière du village, celle que tous appelaient la maison de la mer, parce qu'en hiver, l'eau venait en lécher les fondations, et qu'en été, la brise en traversait les murs. Elle s'appelait Isabelle, mais au village, peu prononçait son nom, on l'appelait la femme de la mer. Comme si son nom appartenait à une autre époque, à une autre langue. Elle avait une façon de se mouvoir suspendue, lente, comme quelqu'un qui écoute un rythme que les autres n'entendent plus. Elle ne recherchait pas la compagnie, ne la fuyait pas. Elle saluait d'un signe de tête puis revenait à son silence. Et ce silence n'était pas vide, mais plein, plein de vagues, de souffles, de mémoires invisibles. La maison qu'elle avait choisie était ancienne, faite de pierres et de bois décolorés. Personne n'en voulait plus, depuis que la mer avait emporté une partie du mur ouest lors de la grande marée d'il y a 20 ans. Mais Isabelle n'avait pas peur de la mer. Au contraire, elle semblait en chercher la voie. Chaque soir, elle allumait une bougie sur l'appui de la fenêtre et restait à regarder l'eau se mouvoir, lente et sombre, jusqu'à ce que la flamme frémisse. C'était sa façon de parler au monde, laisser la lumière répondre au vent. Le village était petit, et bientôt tous apprirent à cohabiter avec sa présence. Certains l'évitaient, disant qu'elle portait malheur, d'autres lui laissaient de la nourriture à la porte, comme on le fait pour quelqu'un qu'on respecte et qu'on craint. Les enfants couraient jusqu'au sentier qui menait à sa maison, puis s'enfuyaient en riant, comme si ce seuil cachait un secret interdit. Mais Isabelle ne les réprimandait jamais. Parfois même, elle déposait sur le muret des coquillages colorés, petits, luisants, comme des dons d'une mère qu'elle seule savait écouter. À l'intérieur, le temps ne s'écoulait pas comme ailleurs. Les heures avaient la lenteur des marées. La lumière changeait de couleur imperceptiblement. L'air sentait le sel et le vieux bois. Il y avait des objets qui semblaient appartenir à des vies différentes. Une horloge cassée, une tasse de porcelaine, un candélabre oxydé, un livre sans titre et un petit miroir fêlé. Isabelle vivait parmi eux comme parmi de vieux amis. Elle ne les touchait presque jamais, mais les saluait chaque matin, comme on le fait avec des présences vivantes. Chaque jour commençait de la même manière. Elle ouvrait les fenêtres, laissait entrer la mer et murmurait quelque chose que personne n'aurait pu entendre. Puis elle marchait le long de l'estran, ramassait des pierres polies et les disposait en rangées ordonnées devant la porte. Il n'y avait pas de raison apparente, mais elle savait que chaque pierre avait une voix et qu'un jour, peut-être, l'une d'elles lui parlerait. Les saisons changèrent. L'été arriva comme un souffle chaud. Les journées étaient longues et la mer, plus calme, paraissait dormir. Isabelle passait des heures assise sur le sable à regarder la ligne d'horizon. Parfois, elle fermait les yeux et imaginait qu'au-delà de cet horizon, il y avait une autre rive, identique à la sienne, où une autre femme, peut-être elle-même en un autre temps, regardait la même mer d'une autre perspective. C'était une sensation étrange, comme si le monde était un cercle et le temps non pas une ligne, mais une vague qui va et revient, qui prend et restitue. Le village, pendant ce temps, poursuivait ses petites habitudes. Les bateaux qui sortaient à l'aube, les voix qui montaient des tavernes le soir, les fêtes d'août, les mariages, les naissances. Isabelle n'y participait pas, non par mépris. Simplement, elle n'en ressentait pas le besoin. La vie en elle avait un rythme différent. Rien ne lui manquait, ou du moins le croyait-elle. Mais une nuit de septembre, le vent changea de direction. La mer se mit à murmurer d'une voix plus profonde. Isabelle se réveilla d'un sursaut. Par la fenêtre, elle vit la pleine lune se refléter sur l'eau. Et pour la première fois depuis son arrivée, elle ressentit la peur. Non de la mer, mais de quelque chose qui se mouvait en elle, comme un souvenir qui refusait d'émerger. Elle descendit au rez-de-chaussée et alluma une bougie. L'air était dense, presque vibrant.
Sur le mur d'en face, l'ombre de la flamme dessinait des formes qu'elle n'avait jamais vues, des lignes courbes, semblables à des vagues ou à des lettres inconnues. Elle s'approcha et remarqua que le mur n'était pas lisse comme elle le croyait. Il y avait des incisions, anciennes, peut-être ensevelies par le temps, un dessin de spirale, un signe en forme de clé, une série de points qui rappelaient une constellation. La bougie trembla. Dehors, la mer sembla répondre. Et dans cet instant, Isabelle comprit que la maison n'était pas seulement un refuge, c'était un message, un code laissé par ceux qui, avant elle, avaient déjà écouté la même mer. Elle passa le reste de la nuit éveillée à observer ces signes. Par moments, la flamme vacillait et les incisions semblaient se mouvoir, changer de forme, respirer. Au matin, lorsque la lumière du soleil entra dans la pièce, tout redevint immobile. Mais quelque chose en elle avait changé. Elle avait la sensation d'avoir reçu un appel, une voix ne venant ni du passé ni du futur, mais d'un lieu qu'on ne peut nommer. Les jours suivants furent étranges. Isabelle se levait tôt, marchait jusqu'à la rive, mais ne ramassait plus de pierres. Elle regardait la mer et sentait que chaque vague lui parlait dans un langage qui frôlait la mémoire. Elle commença à écrire sur de petits feuillets des phrases sans sens apparent. La mer a des yeux. La maison respire quand je dors. Les pierres bougent la nuit. Elle les rangeait dans une boîte en fer blanc, comme on conserve des prières. Un matin, elle trouva sur le seuil quelque chose qui n'y avait jamais été. Un coquillage noir, grand, luisant, parfait. Elle n'en avait jamais vu sur cette plage. Elle le ramassa et l'emporta dedans. Quand elle l'approcha de son oreille, elle n'entendit pas la mer, mais un son profond, comme un battement lointain, le cœur de quelque chose qui vit encore, mais dans une autre dimension. Des jours durant, le coquillage resta sur la table, à côté de la bougie. La nuit, il reflétait la lumière autrement, comme s'il retenait le jour en lui. Et chaque fois qu'Isabelle le regardait, elle éprouvait une nostalgie qu'elle ne savait expliquer. Une nostalgie non d'un lieu, mais d'elle-même qu'elle ne se rappelait plus. Puis l'automne arriva. Le vent se fit plus fort, les marées plus hautes, le ciel plus bas. Les fenêtres craquaient et les poutres gémissaient comme de vieux os. Isabelle commença à se sentir inquiète. Chaque nuit, elle rêvait la même scène. Une femme vêtue de gris, marchant le long de la rive, portant une lanterne. Elle ne se retournait jamais, mais la lumière de la lanterne éclairait le sable comme si elle cherchait quelque chose. À son réveil, Isabelle trouvait du sable sur le sol près du lit. Un jour, elle décida de suivre le rêve. Elle attendit que la lune monte, puis sortit. Elle marcha jusqu'à la rive, emportant avec elle le coquillage noir. L'air était froid, le vent piquant. La marée montait. Soudain, elle vit une lumière au loin, une lanterne qui oscillait en se déplaçant. Ce ne pouvait être un pêcheur. La mer était trop agitée. Elle s'approcha, pas après pas. Quand elle atteignit la lumière, elle ne trouva personne. Seulement un petit objet sur le sable, une clé. En argent, ancienne, décorée d'une gravure en forme de spirale. La même spirale qu'elle avait vue sur le mur de la maison. Elle la ramassa. Elle était tiède, comme si quelqu'un venait de la tenir. Elle rentra et la posa près du coquillage. La bougie s'éteignit d'elle-même, sans vent. Dans l'obscurité, Isabelle sentit un murmure, non un son, mais une présence. Et elle sut, sans comprendre, que la clé n'ouvrait pas une porte de bois, mais une porte en elle. Dès cette nuit, rien ne fut plus pareil. La mer changea de voix. Ce n'était plus menace, mais langage. La maison changea de souffle. Ce n'était plus refuge, mais organisme vivant. Et Isabelle, lentement, commença à changer. Elle ne savait pas encore en quoi, mais elle sentait que la transformation avait déjà commencé. La transformation avait déjà commencé, comme la remontée invisible d'une marée que personne ne remarque avant qu'elle ne lèche la marche la plus haute. Elle n'avait ni nom ni visage. Elle avait pourtant un souffle. Isabelle se mit à l'entendre dans les choses infimes, dans l'eau qui bouillait sans hâte, dans le pas qui descendait l'escalier avec une mesure nouvelle, dans le bois qui se laissait allumer d'un seul souffle. Dehors, la mer répétait oui et non avec la géométrie sûre des vagues, et la maison répondait par le bois qui se dilatait,
la pierre qui retenait froid et mémoire. L'objet noir sur la table, le coquillage luisant, devint une petite planète domestique. Le jour, il s'apaisait, retenant la lumière comme un fruit compact. La nuit, il rendait à la pièce une luminescence n'appartenant ni à la flamme ni à la lune. Isabelle le regardait sans désir de possession, comme on observe une créature libre. À côté, la clé d'argent n'opposait aucune résistance. C'était le signe le plus ancien du possible. Une graine métallique capable d'ouvrir non la porte qu'on voit, mais l'embrasure qu'on ne nomme pas. Un matin de vent sec, Isabelle décida de mesurer le périmètre de la maison. À la mi-semaine, l'air changea de registre. Le vent prit un timbre de cuivre, les cordages des barques chantèrent au port, les volets au village se firent plus prudents. Isabelle descendit le sentier d'un pas mesuré, remonta avec une gerbe d'herbes dures, santoline, fenouil marin, thym épineux. Elle les étala sur l'appui de la fenêtre pour les faire sécher. La maison exhala une odeur de verre et de sel. Le soir, les herbes firent un frisson subtil lorsque la porte se ferma, comme si elle disait « Nous sommes là ». Alors prit forme une pièce dans son esprit. Elle ne l'avait jamais vraiment vue, et pourtant, elle savait où elle était, derrière le mur ouest, à côté de cette cavité notée sur le plan. Une pièce non pour les personnes, mais pour des résonances. Toute maison qui a traversé la tempête garde un vide qui n'est pas un manque. C'est l'espace nécessaire à la voix du monde. Isabelle comprit qu'elle ne devait ni enfoncer, ni forcer, ni tenter. Elle devait attendre la juste mesure, la coïncidence entre dehors et dedans. La mer l'avertirait. Les nuits suivantes, elle rêva la maison de loin, non plus depuis le promontoire, mais du large. L'habitation comme une lanterne posée au bord de la terre, et dessous, dans le mur ouest, un cœur obscur qui pulsait en réponse au ressac. La lumière de la lampe dans les pièces, le fil de la bougie, la femme qui marche. Dans le rêve, les marches avaient la température des mains, et le bois, sous les pieds, gardait mémoire. À son réveil, Isabelle trouva sur la table une chose impossible, une ligne de sable disposée en spirale. Aucune fenêtre n'était ouverte, il n'y avait pas d'empreinte. Le sable n'était pas entré tout seul. Ou bien si l'on considérait la maison comme un souffle, vint le jour sans vent, celui que les vieux du port appellent jour tendu de lumière. Les surfaces s'offrirent simples. Les choses cessèrent de projeter des ombres trop longues. Isabelle ouvrit la fenêtre nord, puis celle de l'ouest. L'air se mit à circuler comme de l'eau claire. Elle alla au mur, posa la main sur la spirale gravée. La pierre ne s'opposa pas. Une petite dalle, grande comme une couverture de livre, consentit à glisser un peu. Dessous, pas un trou. Une fente de nuit fraîche, parfumée de salpêtre et de vieux lin. Aucune peur. L'obscurité qui parfume ne ment pas. Elle n'y introduisit pas la main. Elle ne força pas la vue. Elle resta à l'écoute. Dans les cavités, le temps parle bas. Lorsque la lumière s'inclina, elle glissa dans la fente 3 choses. Une pierre polie, un brin d'herbe sèche et une miette de pain. Elle offrit à la maison les 3 éléments de sa journée. La nuit les accueillit sans commentaire. L'air changea à peine, comme lorsqu'entre dans une pièce quelqu'un qui ne fait pas de bruit. Isabelle fit un pas en arrière et referma la dalle. Le geste ne fut pas renoncement. Il fut mesure, les jours suivants furent de labeur lent. Elle nettoya mieux le sol, balaya le dessous d'escalier, répara une latte de fenêtre avec une grâce qui ne visait pas la perfection. La beauté qui dure n'est pas sans cicatrice. L'après-midi, assise, elle regardait l'eau et apprenait le lexique des reflets. Chaque pli de lumière était une parenthèse. Le soir, à la table, elle relisait les billets écrits les semaines précédentes. Elle les disposa non en ordre chronologique, mais en ordre de souffle. Ceux qui sentaient la mer, ceux qui sentaient le bois, ceux qui avaient du sable dans les fibres. Elle découvrit que l'écriture avait le pas de la maison. Elle allait et revenait, reprenait, remuait, déposait. Une marée haute mouilla les marches. L'eau se retira en laissant sur le seuil le dessin d'une côte en miniature. Sur la crête de sable, un petit objet de métal. Un anneau écrasé, sans luisance, mais encore entier. Isabelle le lava à l'eau de pluie,
le sécha dans le linge de lin. À l'intérieur, des encoches microscopiques gravées à la main, comme des jours marqués sur un bois de bord. Pas des chiffres, mais un rythme. Elle le posa près du coquillage. La maison ne bougea pas, et pourtant sembla acquiescer. Au village, quelqu'un commença à dire que la maison de la mère avait l'air plus claire, comme si un vernis invisible l'avait lavée. Les femmes qui portaient du pain au seuil restaient une seconde de plus, inspirant cette odeur discrète d'herbes et de bois. Personne n'osait l'appeler. Les bonnes choses, lorsqu'elles croissent, ne veulent pas de parade. L'hiver entra par degrés. Il apporta l'alphabet bref des froids nets. Isabelle apprit à perdre moins de chaleur, à garder la juste, à régler tirage et flamme. La maison remercia par des craquements plus doux. À certaines aubes, le miroir fêlé de la chambre retenait une ombre blanche qui n'était pas la sienne. Ni évasion ni superstition. Un aide-mémoire, personne n'habite seul avec soi. Un soir, tandis que l'huile dans la lampe pliait à sa fin, Isabelle porta le coquillage à l'oreille. Le son changea. Plus le battement sombre, mais une sorte de ressac interne, comme du sang passant dans un pelote de veine. Était-ce sa propre vie reflétée? Ou bien la maison, à travers l'objet, essayait-elle sa voix? Elle reposa le coquillage. La clé d'argent, à son côté, refléta 2 points de lumière sur l'enduit. Les 2 points, comme cela était arrivé à la virgule, se posèrent justement sur la spirale gravée. Le hasard a de bonnes manières quand le temps est disposé. Au matin, le mur céda davantage. La dalle glissa, presque allégée. Isabelle se pencha, approcha le visage de la fente. Dedans, un air de lin et de mer. Ni moissi ni méchanceté. Une cavité propre. Elle se servit de la lampe. La lumière révéla une niche petite comme une caisse de barque. En son sein, un rouleau de toile et une boîte de bois. Elle n'allongea pas le bras. Elle resta. L'acte de ne pas prendre est une forme d'amour. Il reconnaît les choses dans leur dignité originelle. Elle attendit l'après-midi, lorsque la lumière est moins cruelle. Elle se lava les mains, comme pour la table. Alors oui, elle glissa doucement la main dans la cavité et en sortit le rouleau et la boîte. Le rouleau rendit une odeur de toile et de sel. La boîte, celle de résine ancienne. Elle s'assit, dénoua le cordon. La toile s'ouvrit sur un dessin. Non une carte de terre, une carte d'eau, courant tracé comme des nervures, éclats marqués par de petits coups de pinceau, les zones de calme comme des pièces claires. Dans un coin, à l'encre devenue rouille, un seul mot, retour. Sur la boîte, le même signe que la planche trouvée sur l'estran. Un œil, une croix. Dedans, 3 choses. Un galet vert poli, une écharde de bois lustrée par les marées, une découpe d'étoffe bleu nuit, presque noire, avec une odeur lointaine de lavande. Aucune explication. Il n'en fallait pas. Les réponses qui durent arrivent sans trompette. Isabelle disposa les objets sur la table, près du coquillage, de la clé, de l'anneau. Le cercle de pierre devint constellation. La carte d'eau à côté. La pièce sembla respirer plus large. Ce fut comme si la maison avait ôté un corset, libérant l'air. Il ne se passa rien que le village eût appelé miracle. Il se passa tout ce que la vie appelle juste, un alignement minuscule, intime, qui remet en place un équilibre secret. Cette nuit-là, elle ne dormit pas, non par inquiétude, par plénitude. Assise près de la fenêtre nord, elle regarda la mer changer de peau sans soubresaut. L'eau avait appris à parler sa langue maternelle. Les noms que l'humain donne au vent, Grécal, Libexio, Tramontane, furent remplacés par une sémantique plus ancienne. Souffle, pause, souffle. Quand elle ferma les yeux, elle fut traversée d'images qui ne venaient pas des souvenirs. Elle vit des mains qui nouaient des cordes avec lenteur, une fillette courir entre des herbes dures et brillantes, un visage de femme aux cheveux relevés, et un sourire qui ne demandait pas l'avenir. Ce n'était ni vision, ni prophétie. C'était la vie vue par son côté intérieur. À l'aube, la lumière se posa en diagonale sur la carte d'eau. Le verre du galet renvoya un reflet rond sur le mur. La spirale gravée l'accueillit, le transforma en ellipse, comme le vent fait avec la voile. Isabelle descendit à la mer avec un seau vide. Non pour prendre de l'eau, pour écouter. Elle s'assit au bord le plus sec et enfonça les doigts dans le sable froid. Chaque grain possédait une histoire microscopique.
des milliers d'histoires, naufrages de minuscules coquilles, patience de vagues, résidus de soleil. L'humain qui prétend tout comprendre perd la trame fine. L'humain qui retient moins comprend davantage. Isabelle laissa aller. En rentrant, elle trouva sur le seuil une rangée d'empreintes d'oiseaux. Le dessin était élégant, comme un texte ancien écrit à la plume. Les empreintes s'arrêtaient devant la porte et reprenaient après, du côté de la fenêtre. Le vide entre les signes racontait un saut. La maison conserve la danse des êtres légers. Elle leva les yeux et surprit, sur une poutre, la trace claire d'un nid délaissé. Elle sourit à cette maison dans la maison. Il n'est pas de civilisation plus tendre qu'un refuge bien abandonné. Bloquant un part 3 plus tard, elle s'occupa du débarras. Sous une caisse, elle trouva un fragment de miroir. Ce n'était pas celui fêlé de la chambre. Un autre, au bord coupant. Lavé, il rendit une image coupée en 4. Isabelle s'y vit décomposée. Front, pommettes, lèvres, épaules. Elle ne chercha pas l'unité. Elle posa le fragment près de l'anneau écrasé. Le métal mat rendit au miroir une pâle lueur. L'incomplet parlant à l'usé engendra une grâce nouvelle. Les choses, entre elles, savent. L'après-midi réclama un geste. Elle sortit ramasser du bois. Parmi les arbustes pliés par le sel, un bâton droit, travaillé par l'eau, ressemblait à une rame miniature. Elle le prit comme on prend un mot juste. Elle rentra, l'adossa au mur ouest. La pièce accueillit ce signe avec sobriété. Dans la fente, l'air se remit à bouger. La dalle glissa encore, sans que la main l'y invite. Dedans, la niche exhala une autre odeur, moins de salpêtre, plus de lin. Isabelle referma avec douceur. L'ouverture n'est pas une porte-tambour. Elle se respecte. Quand tomba le soir, elle alluma la lampe et laissa la bougie éteinte. La flamme basse dessina des cordes sur les poutres. Chaque trait d'ombre parlait de soutien. Elle s'assit, respira, aligna mentalement les noms des choses avec lesquelles elle habitait. Coquillages, clés, anneaux, cartes, galets, bois, étoffes, miroirs, pierres, herbes, dalles, cavités. À la fin, elle ajouta mer et maison. Elle ne dit pas Isabelle. Elle se concéda à la liste comme un ingrédient parmi d'autres. La paix véritable ne met pas le moi au centre. Elle le laisse entrer et sortir, comme une marée bien élevée. Les semaines glissèrent ainsi, sans nouveau fracas. La transformation choisit la voie basse, souterraine. Les signes, lorsqu'ils arrivaient, étaient proportionnés. Une plume sur l'appui, 2 grains de sable dans la page du livre sans titre, une veine de lumière plus ferme sur le mur ouest. La maison n'appelait pas. Elle accueillait. La mère n'exigeait pas. Elle conservait. Isabelle n'attendait pas. Elle était pavinte un jour de gel luisant. Les vitres dessinèrent des fougères. La terre craqua de cristaux. Le souffle laissa des fleurs éphémères dans le petit miroir du couloir. Isabelle posa la main sur le mur ouest comme on pose la main sur un front aimé. La dalle docile glissa. Dedans, la boîte embauma encore. Elle n'en sortit rien. Elle ferma simplement les yeux et laissa ce parfum lui faire mémoire du lin, des mains qu'il avait pliées, de la patience. Le lieu sacré d'une maison n'est pas là où se tient l'icône. Il est là où le linge fut gardé avec respect. Le soir, le ciel rendit des étoiles très proches. Le noir de la mer ne fut pas menace mais velours. Isabelle sortit avec le manteau sur les épaules et s'arrêta devant le seuil. Elle ne chercha pas de figure, elle laissa la nuit la regarder. Quand elle rentra, le coquillage noir paraissait moins noir. Une ombre de verre habitait le bord, la même teinte que le galet. La mer, parfois, met les choses en commun. Le lendemain, un bruit minuscule dans la cavité. Ni goutte, ni bête. Un froissement. La dalle bougea d'un doigt. Isabelle ne se hâta pas. Elle prit le tissu bleu de la boîte, l'étendit sur la table. La couleur était profonde, comme un ciel d'hiver à midi. Elle y posa la clé d'argent et l'anneau écrasé. 2 lunes sur une nuit d'étoffe. La maison sembla retenir son souffle. Chaque chose se mit à sa place dans des proportions claires. Le froissement cessa. Ce qui devait advenir était advenu, un équilibre. Ce jour se conclut sans révélation. Isabelle prit des notes sur une feuille, non des mots, mais des lignes et des points, la grammaire d'une carte intérieure. Elle traça 3 cercles concentriques, les relia de petits segments
inséra la spirale dans une marge. Elle regarda le dessin et comprit qu'elle n'inventait pas. Elle copiait ce que la maison et la mer lui montraient depuis des semaines. La beauté la plus fidèle n'est pas créative au sens possessif. Elle est exacte. Quand la nuit vint pleine, elle s'allongea sur le lit, le manteau sur elle, comme font les voyageurs dans les intérieurs sincères. Avant de s'endormir, elle pensa que l'ouverture faite dans le mur ne demandait pas à être utilisée. Elle demandait à être honorée. La clé n'invite pas chaque jour. Le coquillage ne chante pas chaque soir. La mer n'enseigne pas chaque heure. Les grandes choses enseignent par éclairs et exigent de longs silences. Elle dormit avec le sourire rond de qui a trouvé une posture, à l'aube, une calme plus grande qu'elle. La lumière entra oblique, comme toujours, et pourtant plus vraie. La mer proposa une ligne nette, on ne voyait presque pas de vagues. La maison, réchauffée par le souffle nocturne, avait l'odeur parfaite de bois, de sel et de linge propre. Isabelle resta debout dans la pièce centrale à l'écoute. Il ne se passa rien que l'on puisse dire. Et pourtant il se passa la première forme accomplie de sa transformation, l'assentiment. Elle dit oui sans mots, à voix basse, par chaque geste, par chaque pore, avec la mémoire et avec l'oubli. Oui à la mer comme maître, oui à la maison comme organisme, oui à la clé comme mesure, oui à la cavité comme lieu, oui au temps comme compagnon, oui à la solitude comme espace qui ne blesse pas. Alors elle comprit rétrospectivement le chemin, l'arrivée dans la maison de la mer, les saisons, les pierres, le coquillage, la spirale gravée, la fente, la carte d'eau, les objets rendus par les marées. Rien ne demandait possession, tout demandait présence. Le récit n'était pas une ligne, mais une grande lenteur qui tient ensemble. Isabelle prit la carte et l'accrocha de 2 clous fins au mur nord. Dessous, sur la table, elle laissa les objets en silence. Puis elle ouvrit la fenêtre ouest et laissa entrer l'odeur du jour. La mer répondit par un mouvement minuscule, un pli. La maison, en écho, répondit à son tour. Isabelle passa la paume sur le bois de la table et sentit que la fibre avait appris ses mains. Les mains apprennent les maisons apprennent les mains. Dans cet accord sans emphase, s'acheva le premier grand souffle de sa nouvelle vie, et la mer dehors ne cria pas, ne loua pas, ne bénit pas. Le lendemain, le vent apporta un parfum nouveau, non de sel, mais de terre. C'était l'odeur qui annonce un changement, celle qui précède toujours les grandes accalmies. Isabelle se réveilla tôt. La lumière de l'aube était plus claire, comme si elle avait lavé l'air. Elle mit le manteau gris et descendit vers la grève, le sable encore froid sous ses pieds nus. La mer était calme, la surface étendue comme une peau. Parfois, une vague minuscule montait mouiller la pierre la plus haute, celle qu'elle appelait le seuil du souffle. Là, elle s'arrêta, ferma les yeux et laissa le bruit régulier des vagues lui entrer dans les os. Dedans, elle sentit un mouvement lent. Quelque chose s'éveillait, non en elle, autour d'elle, comme si la maison et la mer avaient recommencé à se parler après des années de silence. Quand elle rentra, elle trouva la lumière différente. Les ombres étaient plus nettes, les surfaces plus vives. Sur la table, le coquillage noir reflétait une lueur ténue et la clé d'argent, la clé du mystère, paraissait plus légère. Elle la souleva. Elle était tiède, comme si quelqu'un venait de la tenir. Isabelle ne savait pas ce qu'elle devait ouvrir, mais sentait que ce n'était pas le moment de l'utiliser. Certaines clés ne sont pas pour les mains, elles sont pour la conscience. Elle s'assit près de la fenêtre et ouvrit le livre sans titre. Elle ne l'avait jamais lu. Il n'y avait pas de mots, seulement des pages blanches. Mais ce matin-là, sur la première page, elle vit un signe. Une ligne fine, tracée comme par une main invisible, traversait la feuille de haut en bas. C'était de l'encre véritable, fraîche, bleu sombre. Elle la toucha du bout du doigt. Elle ne s'effaça pas, ne se dissout pas. Elle resta. La ligne était droite, sûre, comme le geste de quelqu'un qui sait où il va. Et pourtant, elle n'indiquait pas une direction, ne formait ni lettre ni dessin. C'était seulement un mouvement. Isabelle comprit que le livre n'était pas vide, mais encore en écriture, et que ce n'était pas elle qui l'écrivait. Des jours durant, les lignes augmentèrent. Chaque matin,
Une nouvelle apparaissait sur une page différente. Courbes, spirales, vagues, traces. Elles semblaient des copies de la carte d'eau trouvée dans la paroi. La mère, d'une certaine manière, laissait son propre journal sur le papier. Isabelle n'avait pas peur. Elle notait, observait, remerciait. Elle sentait que la maison lui confiait une mémoire, non pour la posséder, mais pour la transmettre. Le village, pendant ce temps, continuait sa vie. Les barques sortaient, rentraient, les hommes criaient le nom des vents. Mais Isabelle ne sortait plus. Elle restait dans la maison comme on garde une flamme. Tout, autour d'elle, commença à changer de couleur. Les poutres sombres devinrent plus claires, les murs plus lisses, les fenêtres plus transparentes. La maison se souvenait d'elle-même. Un soir, tandis que le feu brûlait doucement, Isabelle entendit un son nouveau. Il ne venait ni de la mer, ni du vent. Il venait du plancher, de dessous les lames. Un rythme lent, comme un battement lointain. Ce n'était pas une menace, mais une présence. Elle se pencha et posa la main sur le bois. Le battement cessa, puis reprit plus doux. On aurait dit un souffle. La maison respirait vraiment. Les jours passèrent, et la marée commença à monter plus souvent. Parfois, l'eau arrivait jusqu'à la marche. Isabelle ne s'effrayait pas. Elle savait que la mer ne voulait pas détruire, mais communiquer. Chaque marée haute laissait un signe différent sur la porte. Une bande de sel, une plume, un morceau de bois. Elle les ramassait tous, les disposait sur une étagère. C'étaient les messages de la mer, son alphabet silencieux. Une nuit, pendant une tempête, il se produisit quelque chose. La flamme de la bougie trembla, mais ne s'éteignit pas. Le vent ululait dans les poutres. Pourtant la maison ne cédait pas. Isabelle resta assise devant le feu, la clé entre les doigts. Elle sentait que quelque chose allait se manifester. Puis un bruit sec vint du mur ouest, le mur du renfoncement. Non pas un fracas, mais comme un souffle qui s'ouvre. Elle se leva. La dalle avait glissé seule, révélant la cavité. Dedans, une lueur ténue. La lumière ne venait pas d'une flamme, mais d'une poussière dorée qui semblait flotter dans l'air. Isabelle s'agenouilla. Elle ne vit rien de défini, seulement une forme de lumière qui se mouvait comme de l'eau. C'était comme si la mer elle-même avait trouvé une manière d'entrer dans la maison sans la détruire. Un équilibre parfait entre matière et souffle. Elle s'approcha et y plongea la main. Elle ne sentit ni froid ni chaleur. Seulement une absence de poids, une immensité calme. Quand elle la retira, la clé n'était plus dans sa main. Elle ne tomba pas, ne disparut pas. Simplement, elle n'y était plus. La dalle se referma. La tempête cessa. Et le silence revint dans la maison. Un instant, Isabelle crut avoir rêvé. Mais le lendemain matin, sur le mur ouest, il y avait un nouveau signe, une spirale parfaite, gravée dans la pierre comme par une main invisible. Au cœur de la spirale, une petite goutte d'argent. Isabelle la toucha. Elle était liquide, vivante. Alors elle comprit que la clé n'avait pas disparu. Elle était devenue partie de la maison. À partir de ce jour, commença un temps différent. Il n'y avait plus de peur ni de solitude. Tout autour d'elle semblait vibrer d'un calme intelligent. La mer et la maison respiraient ensemble, et Isabelle avec elle. Il n'y avait plus de séparation entre dedans et dehors. L'air, la lumière, l'eau, la pierre, tout était un seul corps, une seule voix. Parfois, l'après-midi, lorsque le soleil tombait sur le mur, la spirale s'illuminait, et Isabelle sentait dans sa poitrine une chaleur semblable à une étreinte. Elle n'avait pas besoin de mots. C'était comme si le monde entier lui disait « Tu es arrivé ». Avec le printemps, le village se remplit de voix nouvelles. Pèlerins, voyageuses, femmes venaient de loin voir la maison de la femme qui vivait avec la mer. Elle ne savait pas ce qu'elle cherchait. Peut-être une bénédiction, peut-être seulement un reflet. Isabelle les accueillait d'un sourire et leur offrait de l'eau fraîche et du pain. Elle ne parlait jamais de la clé, ni de la cavité, ni des signes, mais qui restait assez longtemps, sentait que cette maison avait une âme, et qu'être là, même peu, c'était retrouver un rythme ancien. Certaines femmes restaient des jours entiers. Elles s'asseyaient sur la rive avec Isabelle, sans rien dire, seulement regarder la mer. Quand elles repartaient, elles laissaient de petits objets, un anneau, un morceau d'étoffe, un coquillage, un mot écrit sur un papier. La maison les accueillait, les conservait.
et chaque nouvel objet rejoignait les autres comme des notes d'une musique invisible. Une nuit, Isabelle se réveilla en sursaut. La mer était immobile, et pourtant, elle sentait en elle un appel. Elle descendit, prit la lampe et ouvrit la fenêtre ouest. La lune était pleine. Le mur de la cavité brillait comme de l'argent. La spirale au centre pulsait lentement. Isabelle comprit que la maison lui demandait quelque chose. Elle s'approcha, posa la main sur la pierre. Une chaleur douce la parcourut. Dans la spirale, la goutte d'argent se mit à bouger, montant le long des lignes comme une encre vivante. Elle atteignit le bord, puis tomba, formant sur le sol une petite tache de lumière. Là, lentement, une forme apparut, une porte. Non une porte réelle, mais un dessin de lumière, grand comme une personne. C'était comme un miroir fait d'air. Isabelle la regarda longuement. Elle ne savait s'il fallait la franchir ou seulement l'observer. Elle choisit le calme. Elle s'assit devant ce seuil lumineux et resta. Des heures. La lumière ne s'évanouit pas. Quand l'aube arriva, la porte se dissout, et sur le sol, il ne resta qu'une ligne de sable fin. Isabelle la recueillit avec soin et la jeta à la mer. Elle comprit que la maison avait voulu lui montrer le seuil, non pour la faire passer, pour lui rappeler que la frontière n'existe que pour qui la craint. Dès lors, son corps commença à changer comme changent les saisons. Il ne rajeunissait pas, ne vieillissait pas. Il se stabilisait. Chaque jour, la peau semblait plus claire, les yeux plus transparents. Son pas était léger et pourtant ferme. Les gens du village la regardaient en passer et disaient qu'elle semblait faite de mer. On ne l'appelait plus la femme de la mer, on l'appelait la lumière du promontoire. Et de fait, la nuit, depuis la rive, sa maison brillait. Non par le feu ou la bougie, mais par une lumière intérieure qui se diffusait des murs mêmes. C'était comme si la mer, enfin, avait trouvé un visage humain pour se refléter. Avec l'été, les eaux se firent calmes. Le vent se taisait des jours durant. Isabelle passait des heures sur le seuil, à tresser des fils d'herbes sèches. Elle ne pensait pas, ne se souvenait pas. Elle écoutait. Chaque son, la mer, le souffle, le bois, l'air, faisait partie d'une unique mélodie. Et elle, sans s'en rendre compte, en était devenue l'instrument. Un soir, le couchant fut long. Le ciel se teinta de cuivre et les vagues se mouvaient comme des tentures légères. Isabelle se leva, entra dans la maison et posa la main sur le mur ouest. La spirale brilla une dernière fois, intense, dorée, puis s'éteignit. À l'endroit où se trouvait la cavité, il n'y avait plus que de la pierre lisse, mais dedans, Isabelle sentait que rien n'avait été perdu. La clé, la maison, la lumière, la mer, tout était devenu partie d'elle. Alors elle comprit. La maison n'était pas un lieu à habiter. C'était un corps qui la transformait pour qu'elle puisse habiter un autre, le monde. La nuit suivante, la mer changea de direction. Les vagues commencèrent à se retirer plus loin, laissant sur le sable une bande de coquillages luisants. C'était comme si elle voulait lui dire adieu. Isabelle sortit, marcha jusqu'à l'eau et s'agenouilla. Elle ne demanda rien, ne pleura pas. Elle remercia seulement. Puis elle se retourna vers la maison et la vit comme jamais, vivante, douce, lumineuse. Un cœur de pierre qui battait en silence. Elle rentra, s'assit près du feu et ferma les yeux. Le sommeil arriva comme un souffle lent. Dans le rêve, la porte de lumière revint. Mais cette fois, elle ne l'observa pas de l'extérieur. Elle y entra. Il n'y eut ni bruit, ni peur. Seulement un passage comme entre deux marées. Et de l'autre côté, la mer était plus grande, mais paisible. Et la lumière, la vraie lumière, ne venait pas du dehors, mais du dedans. À l'aube, la maison était vide. La mer calme, le ciel clair. Sur la table ne restait que le coquillage noir, la carte d'eau et une page du livre. Sur cette page, une phrase apparut, écrite à l'encre bleue. « Tout ce que la mer prend, elle le restitue sous une autre forme. » Le vent souffla doucement et la page se tourna toute seule. Au verso, aucun mot, seulement la trace d'une main, imprimée comme un salut. Ainsi la maison demeura, silencieuse mais vivante. Et dès ce jour, quiconque y entrait sentait la même odeur de mer, de lin et de bois qu'Isabelle avait laissé. La maison n'oubliait pas, elle se souvenait avec douceur.
comme la lumière sur les choses aimées. Après le passage silencieux d'Isabelle, la maison de la mère demeura comme un phare sans gardien. Elle n'arrêta pas d'illuminer, mais confia à la pierre et au sel l'office discret de la continuité. Le village s'en aperçut d'abord avec le corps plutôt qu'avec les yeux. Les hommes, rentrant de la pêche, posaient la main sur la poitrine sans raison apparente, comme pour desserrer un nœud. Les femmes, en passant sur le sentier, ralentissaient et laissaient leur souffle s'accorder au rythme des vagues. Les enfants, jouant parmi les arbustes bas, se taisaient soudain, comme s'ils avaient entendu un ancien prénom prononcé avec tendresse. La maison gardait une température intérieure qui ne correspondait pas aux saisons. L'été, elle offrait une ombre pleine, l'hiver une chaleur sèche qui n'avait pas besoin de flammes pour se déclarer. La lumière filtrant des fenêtres n'appartenait pas au ciel de ce jour précis, mais à un calme plus vaste, comme si le temps lui-même, en passant, ôtait son chapeau. C'est dans ce climat suspendu que commencèrent à arriver les premières femmes du promontoire. Elles ne vinrent pas ensemble, ne se connurent pas, et pourtant, vues de loin, elles semblaient composer une procession en chapitre. Certaines montaient le matin, quand la mer a la couleur de l'aluminium et que le village n'est qu'un fin dessin. D'autres apparaissaient au crépuscule, avec dans les mains un panier d'herbes ou un linge plié, comme si le geste du soin devait se présenter d'avance à la maison. Aucune ne frappait. La porte s'ouvrait d'elle-même avec la juste résistance, comme des paupières, quand la lumière ne fait pas mal. La première fut une veuve aux cheveux relevés, le pas assuré de qui a longtemps porté une cruche pleine sans en renverser le contenu. Elle ne cherchait pas des prodiges, elle désirait s'asseoir sur une chaise qui ne grince pas sous le poids de la mémoire. Elle entra, posa le tablier sur le dossier, effleura du regard la table, l'étagère, le coquillage noir, la carte d'eau, la feuille au tracé bleu. Elle ne s'assit pas tout de suite. Elle marcha le long des murs, comme on parcourt une carte avant de partir, traçant en esprit les possibilités. Quand elle posa enfin le corps, ce fut avec la mesure de qui ne réclame pas. Elle resta 1 heure, 2, peut-être 3. Elle ne laissa pas de larmes, n'emporta aucun objet. Au moment de partir, elle déposa sur la table une petite chose, une mèche de laine filée à la main, enroulée en large spirale. Le geste ne fut pas dévotion, il fut pacte entre des matières qui se reconnaissent. La seconde fut une femme d'âge mûr, aux mains crevassées. Elle avait passé des années à laver du linge dans une eau qui ne pardonne pas et cherchait une surface sèche où poser l'avenir sans le mouiller. Elle marcha jusqu'à la fenêtre nord et resta là, les bras le long du corps, jusqu'à ce que la mer change de peau. Elle sentit sa poitrine suivre la même métrique, se contracter, s'ouvrir, jusqu'à trouver la juste distance entre inquiétude et repos. Avant de sortir, elle déposa près du coquillage un caillou ovale, lisse comme un œuf, d'un vert qui rappelait la promesse des feuilles avant de naître. La troisième arriva d'un pas presque imperceptible. Elle portait dans le visage un long hiver et sur les épaules une charge invisible, comme un manteau cousu de fils de paroles non dites. Elle toucha la carte d'eau du bout du doigt, non pour la déchiffrer, mais pour en éprouver la température. Elle était tiède, comme un front qui quitte la fièvre. Elle resta devant la phrase bleue et laissa son esprit parcourir les bords des syllabes. Elle y trouva une halte qu'aucun médecin ne lui avait accordée. En partant, elle prit sur le rebord un brin de santoline sèche et le glissa entre les pages d'un cahier sans ligne. Elle voulait que le papier, désormais, sente la mer et la guérison. Il ne s'agissait pas de pèlerinage ni de rites cachés. C'était une économie de proximité, une pratique de la présence. La maison, dans sa sagesse matérielle, imposait un langage commun, baisser la voix, simplifier le pas, poser les mains avec le poids juste, régler le souffle selon le vent. Les femmes l'apprenaient sans instruction. Certaines descendaient avec l'ombre plus légère, d'autres arrivaient déjà légères et s'en allaient avec une douceur grave, comme si on leur avait confié un vase à ne pas laisser tomber. En même temps, la maison recommençait à se souvenir, pas des noms propres ni des dates, mais de la qualité des gestes. La cheminée savait quand le bois avait été fendu par des mains patientes
équant par des mains pressées. Le plancher reconnaissait les pas de celle qui avait fait la paix avec l'aller-retour. Les fenêtres, dans le jeu des reflets, rendaient à la mer une image qui la faisait moins sévère. Le coquillage noir changeait à peine de posture, comme font les animaux endormis, et dans cette courbe nouvelle, on devinait un mot. La carte d'eau, l'été, exhalait une odeur de lin au soleil. La feuille à l'encre bleue ne jaunissait pas. Le temps, là, apprenait à ne pas blesser. Une saison entière se consuma ainsi, entrée fin devenue trame. Au village, on parlait à voix basse de la maison. Les plus âgés disaient que là le sel perdait l'habitude de mordre et apprenait à conserver. Les plus jeunes ajoutaient que la lumière de ce lieu ne se reflétait pas dans le miroir, mais sur la peau de qui restait au moins 2 heures. Nulle discussion ne s'élevait trop haut. La vérité, quand elle a bon caractère, n'élève jamais le ton. Vers la fin de l'été, il arriva au promontoire une femme étrangère à ses chemins. Le pas révélait la ville, les épaules un métier qui oblige à la chaise, les yeux une longue habitude des fenêtres fermées. Elle portait un étui plat qui sentait le graphite. Derrière la maison, entre ronces dociles et pierres claires, elle trouva une posture et commença à dessiner. Elle ne copiait pas l'image extérieure, elle écoutait la géométrie intérieure. La feuille se remplit de courbes à longs rayons, de volutes sobres, de spirales qui ne se fermaient pas. Elle posa le trait comme on étend une nappe sur une table où l'on vient de manger. À l'intérieur, le coquillage répondit par une luisance brève et la carte, un peu, changea d'odeur. La femme fit une 2e feuille, puis une 3e. Elle les laissa sur l'étagère et sortit avec le même pas qu'à l'entrée. Elle ne revint pas les jours suivants, mais son geste resta dans la structure comme le bon sel dans une pâte bien pétrie. Au premier vent d'automne, une mère monta avec sa fille déjà femme. La jeune tenait à 2 mains un objet enveloppé dans une étoffe grise. Elles entrèrent sans bruit. Elles posèrent le paquet sur la table et délièrent le nœud. Dedans, une montre de gousset au verre opacifié, la chaînette rompue. Elles ne demandaient pas réparation. Elles cherchaient un lieu où le temps cesserait de se mesurer contre elles. La maison accueillit l'objet comme on accueille une pierre chaude prise au soleil, avec la simplicité d'une surface qui connaît la peau. La montre ne se remit pas à fonctionner, mais son silence, dès ce jour, cessa d'offenser. Elle resta posée près du coquillage, et entre eux se signa un accord. Chacun tiendrait compagnie à l'autre dans l'immobilité, lui enseignant la dignité de s'arrêter. En quelques semaines, une petite constellation d'objets se forma sur l'étagère. Un peigne d'os, une photographie sans visage, une épingle de cuivre, un morceau de corde noué avec savoir, un bouton de nacre, une cuillère de bois usée à la pointe, un chapelet démonté posé en ligne. Ce n'étaient pas des offrandes ni des reliques, c'étaient des choses de passage, reconnues par la maison comme appartenant à la même grammaire. Usagers de la main, témoins de durée, compagnons d'un monde qui préfère réparer que jeter. Chaque objet, en arrivant, perdait son récit privé et en assumait un plus vaste, où la singularité ne s'effaçait pas, mais apprenait à demeurer à côté. Pendant ce temps, la mer étudiait les marges. Les marées d'automne séchaient des heures durant une langue de sable assez large pour écrire en marchant. Certaines femmes, sans savoir accomplir un rite, parcouraient cette bande à pas égaux, aller et retour, jusqu'à accorder leur souffle à la ligne de l'horizon. Parfois, la bande rendait des signes qui n'appartenaient pas à leurs pieds, des dessins minces, comme des figures de danse. Du village, vu d'en haut, on croyait deviner dans la disposition des pas une carte des pièces intérieures. Personne ne réclamait d'interprétation. Il suffisait que cela existe. On raconte que par une nuit claire, le toit de la maison craqua d'un son semblable à un rire retenu. À cet instant, la lumière sur le mur ouest corrigea son inclinaison comme le ferait une maîtresse avec une craie, et le parfum du linge plié redevint perceptible jusque sur le palier. Il ne se passa rien d'autre. Pourtant, qui entra le lendemain dit que la pièce centrale paraissait plus grande de 2 doigts et plus basse d'un souffle, comme lorsqu'on tend un drap et que les plis cèdent. La maison avait appris encore à respirer, et le village,
sans l'enregistrer, se sentit moins à court d'air. L'hiver arriva presque sans pluie, avec des ciels nets et des étoiles impitoyables. L'air rééduquait. Les fougères de givre sur les vitres bâtissaient de courts alphabets, et une fillette montée pour la première fois avec sa grand-mère s'émerveilla devant ces géométries. La grand-mère n'expliqua pas. Elle prit un linge sec et le posa sur la vitre avec la douceur qui apaise un pleur, puis le retira, laissant les fougères intactes. La fillette comprit sans mots que tout ce qu'on peut effacer n'a pas à l'être. Dans ce geste, le village reconnut une règle du soin: intervenir le nécessaire, non l'excessif. En ces mois, l'étagère, cette constellation de choses venues d'objets de mains diverses, s'enrichit de nuances. Arrivèrent un dé à coudre à la couronne usée, un petit fuseau de bois, une boîte avec 3 graines sombres, un savon carré à odeur de feuilles, un verre fin marqué d'un trait invisible sur la lèvre comme un souvenir, une épingle sans pierre. La maison ne les cataloguait pas, elle les posait où l'air les voulait. Et les soirs sans vent, la lumière glissait sur ces surfaces comme l'eau sur la pierre, laissant chaque fois une transparence différente au sol. Un jour arriva une femme aux mains tachées de terre. Elle cultivait, loin de la mer, de petits potagers patients. Elle monta parce qu'on lui avait dit qu'ici, la mesure s'enseignait sans parole. Elle apporta un sachet de papier brun avec des semences de fenouil et de santoline. Elle les posa dans un bol de terre cuite sur l'appui, afin qu'elle voie la mer avant d'entrer en terre. Elle resta longtemps assise, à regarder le jeu de l'air entre la fenêtre et la porte. En partant, elle ne prit rien. Elle laissa, avec les semences, une pierre poreuse, légère comme du pain. Elle revint des mois plus tard. Elle raconta que l'espacement des rangs, dans son jardin, elle l'avait appris là, entre ses murs, et que cette mesure nouvelle avait donné du souffle à la récolte. La maison ne répondit pas. La carte, un moment, eut une senteur de champ. La même saison, vint une femme qui n'avait pas pleuré depuis des années. Non qu'elle n'en eût eu motif. Elle ne savait plus où mettre l'eau qui monte lorsque le cœur se souvient. Elle s'assit près de la fenêtre nord. La mer était tendue, la ligne de l'horizon, une lame parfaite. Elle resta en silence, les yeux secs. La maison ne chercha pas à la dissoudre. Elle laissa son corps trouver un appui dans les odeurs, bois, sel, lin. Quand un goéland passa et posa une ombre rapide sur le mur, son souffle changea d'un rien. Il ne tomba pas de larmes. Un poids tomba. En partant, elle déposa sur l'étagère un mouchoir plié en 4, propre, inutilisé. C'était une permission. Cet hiver-là, le feu enseigna une autre vérité. La chaleur partagée est plus vraie que la chaleur abondante. La maison tenait la flamme basse, proportionnée à la pièce. Les femmes apprirent à ne pas l'alimenter par inquiétude. L'une laissa une bûche au pied de l'âtre avec un minuscule billet, un seul mot, « Demain ». Le bois attendit. Le lendemain, il fut employé avec le son juste, sans triomphe. Beaucoup comprirent, ainsi qu'une part de la guérison consiste à différer ce qui peut attendre, au profit de ce qui réclame maintenant. Au changement de lune, revint du mur ouest une odeur de lavande légère comme un rappel. Personne n'ouvrit, nul ne chercha. Les femmes présentes, 3 assises à distances égales, ajustèrent, sans s'accorder, leur position, dessinant avec leur corps un triangle qui rappelait celui formé autrefois par la clé, la boussole et la montre. Aucun de ces 3 premiers objets n'était encore là. Pourtant la figure demeurait, ouverture, orientation, temps. Là, dans l'espace entre les corps et la table, la carte d'eau respira d'un bref froissement, et un voile de lumière se posa sur les doigts de celle qui avait apporté le fuseau. Pas de prodige, une transmission. Quand la tramontane se mit à souffler avec sa lettre pointue, les maisons du village se serrèrent dans la bonne habitude des boudins de porte, des linges dans les fentes, des casseroles laissées frémir comme des métronomes de famille. La maison de la mère ouvrit au contraire une fenêtre à la fois comme une paupière. L'une, puis l'autre, puis la première à nouveau. Les femmes comprirent que l'air n'entre avec générosité que s'il trouve discipline. L'une d'elles, rentrée chez elle, fit de même et découvrit que cette alternance calmait mieux les enfants que sans parole. Sur le promontoire, on commença à dire, sans rire,
que la maison savait enseigner des respirations au toit. Un après-midi de verre, quand le soleil n'échauffait pas mais expliquait, arriva une passante du nord. Elle portait au cou un fil de cuivre et dans les poches 3 galets plats. Elle en posa un sur la table, un par terre près de la porte, un sur le rebord de la fenêtre. Elle ne dit rien. La disposition forma une ligne invisible qui allégea l'ombre de la pièce centrale. La mère répondit par un pli court. La maison remercia d'une suspension de la poussière, comme quand un orchestre retient son souffle. La même nuit, le livre sans titre, celui qui avait montré naguère des lignes bleues, spirales et vagues, demeura fermé, non parce qu'il fût achevé, mais parce que les pages portaient déjà la densité d'une histoire incorporée. Une femme le prit, le pesa comme on pèse un fruit avant de le couper. Elle le reposa. Le savoir n'avait pas besoin d'encre nouvelle, il avait besoin de rythme. Vint ensuite une semaine de pluie oblique. Le muret devant la maison s'imbiba jusqu'à sembler pain mouillé. Les herbes du jardin salé ployèrent, sans se rompre. Certaines femmes entrèrent avec les manteaux luisants d'eau, et la maison leur offrit chaleur et odeur de bois, comme on offre une couverture épaisse. Sur le mur nord, une goutte s'échappa du cadre de la fenêtre et descendit droit jusqu'à la plinthe, laissant une ligne que le lendemain on ne retrouva pas. Les traces qui méritent ne restent pas toujours visibles. Elles demeurent comme capacité dans le muscle, comme mémoire dans les mains. Plus tard, la femme qui dessinait revint. Elle apporta de grandes feuilles aux lignes qui ne commençaient ni ne finissaient dans l'espace du papier. La maison lui donna un clou fin. Elle accrocha 3 dessins au mur nord, près de la carte d'eau, non pour exposition, mais pour reconnaître une parenté. Carte et dessin ne se disputèrent pas la scène. Ils se flairèrent comme des animaux bons et prirent chacun son champ. En les regardant, certaines apprirent à reconnaître les courbes par lesquelles la fatigue demande à être accompagnée, non démentie. Au printemps, la géométrie du soin sortit des murs comme de la lumière versée. Les femmes, de retour chez elles, mirent une nappe même lorsqu'elles dînaient seules, non pour l'ornement mais pour déclarer que tout repas a droit à sa scène. Certaines, rentrant du travail, laissèrent le sac hors de la pièce où l'on se repose, car le seuil n'est pas qu'une ligne pour les pieds, c'est une décision pour le cœur. L'une apprit à essuyer la vaisselle avec un linge sans hâte et remarqua que dans ce rythme l'esprit se redressait. Une autre découvrit que balayer en partant du centre vers les murs change la façon dont la maison parle, de petits théorèmes de bonheur sobre. Ce fut alors que la carte d'eau intérieure se révéla aussi dans les corps, non par maléfice, non par apparition, mais par ajustement. Une femme se remit à dormir sur le flanc qu'elle avait oublié, et le sommeil se déplia. Une autre recommença à sentir l'odeur de pluie avant la pluie. Une autre encore put nommer, sans effrayer personne, sa peur, et s'aperçut que prononcée bas, elle perdait la dent. Pas des guérisons, pas des triomphes, des raccords. Un après-midi de mars, la maison désira de l'eau claire. 3 femmes, arrivées à distance, apportèrent des cruches. Elles remplirent une bassine, plongèrent des linges propres, les tordirent jusqu'à en faire des nuages dans les mains. Elles tendirent la corde au milieu de la pièce pour sécher, car dehors, le vent était mauvais. La vue de ces linges fit du bien au mur. La vapeur posa une peau douce sur les angles et la pièce prit du ton. Au village, ce geste revint comme idée. Faire sécher dedans ce qui dehors prendrait froid. Au soir dilué entre printemps et été, quand la cigale n'a pas encore appris l'insistance, la maison et la mer trouvèrent un accord nouveau. La fenêtre nord ouvrit son rectangle avec la docilité d'une page. La porte ouest restait entrebâillée sans soupçon. L'air faisait son métier sans se gaspiller. La carte atténuait et allumait ses signes selon un métronome que personne ne voyait. Assises, les femmes respiraient selon la phrase que le jour proposait. Puis, un matin de pierre claire, arriva une très vieille femme. Le pas était celui de la cloche, lent et nécessaire. Elle portait une boîte basse. Elle la posa sur la table, l'ouvrit, dedans, un tissu bleu nuit, cousu à la main de points réguliers. Elle le déploya jusqu'à couvrir la moitié de la table. La maison reconnut cette couleur, la mémoire de l'étoffe bleue qui avait autrefois accueilli la clé et l'anneau. L'aïeul ne raconta pas.
Elle caressa le bord du tissu de 2 doigts et sourit. Elle laissa la boîte ouverte pour que la lumière pose sur le fil son jugement. Elle sortit sans bruit. Dès ce jour, quiconque posait les mains sur cette étoffe apprenait une mesure. Appuyez moins. Au fil de l'été, le jardin de sel devint dur et lumineux. Entre les herbes qui résistent à la pliure, apparurent de petites fleurs incroyables. Elles ne réclamaient pas l'attention, elles réclamaient l'air. Les femmes les regardèrent comme on regarde une cicatrice qui a cessé de faire mal. La maison qui savait porta dedans cette image, des blessures qui ne disparaissent pas, mais deviennent texte. Un soir, un orage adressa un serment à la maison. Le tonnerre tomba loin, la pluie vint large. La flamme fut tenue basse, la porte fermée avec le crochet de toujours. Du mur ouest, une trace d'odeur de lin revint comme un écho. Personne n'ouvrit. Le seuil intérieur suffisait. Quand tout passa, une ligne parfaite, fine comme un fil, resta en diagonale sur le sol. Nulle brosse ne la toucha jusqu'au matin. Cette ligne était la signature du temps. Au soleil, elle disparut. Dans les corps, il demeura un équilibre. Dès lors, certaines femmes commencèrent à emporter en partant un mot plié en 2. Non pour souvenir, mais pour usage. Des mots simples. Aujourd'hui, doucement, séjourner, moins, ça suffit. Merci. Au village, ces mots se posèrent aux entrées comme des galets qui n'entravent pas mais orientent. Un enfant apprit à dire merci en regardant la mère. Sa mère apprit à dire ça suffit au travail quand le dos commençait à parler. Ainsi, la géométrie du soin devint non une doctrine, mais une chorégraphie. Main, linge, bois, verre, sel, graines, assiette, flamme, mots, chacun à la bonne place. Avec le bon poids, pour le bon temps, la carte d'eau intérieure devint peau, et la maison de la mère, sans élever la voix, tint le village ensemble comme on tient un drap, en le tendant bien, en tirant les coins, en lissant de la paume. Quand le second été laissa tomber sa dernière soirée de cuivre, le mur nord et la carte restèrent clairs un peu plus longtemps. Le coquillage noir, sur l'étagère, ferma le jour d'une luisance sobre. Les femmes sortirent l'une après l'autre comme des vagues. Sur le seuil, le sable dessina une courbe que personne ne se hâta d'expliquer. La mère dit sa syllabe, la maison répondit par son souffle. Et la nuit, trouvant la bonne page ouverte, s'assit à côté comme une amie qui sait se taire. L'automne avança sans fanfare, un pas après l'autre, apprenant aux choses à se laisser lire lentement. Les journées s'amincirent comme des fils bien tendus, et la maison de la mère apprit une nouvelle grammaire de lumière. Un carré pâle le matin sur le sol, une bande plus dense en milieu d'après-midi sur l'étagère, un voile doré qui s'attardait quelques minutes sur le mur ouest avant de se dissoudre. Les femmes du promontoire arrivaient comme des saisons intérieures. Certaines portaient la saveur de la récolte, d'autres la bonne fatigue des tâches finies, d'autres encore une odeur de pluie prisonnière d'un cheveu. La maison les mesurait sans juger, offrant à chacune la dose juste de silence, comme la mère avec l'aisance. En ce temps, la géométrie du soin prit corps. Elle commença dans les choses minimes, car les révolutions fidèles ne descendent jamais d'en haut, elles naissent en cuisine. Sur l'appui de fenêtre, dans la manière de plier un linge, dans le temps donné à l'eau qui bout, dans le choix d'une chaise plutôt qu'une autre pour poser la fatigue. La maison montrait discrètement ses règles anciennes. On n'appuie pas les objets les uns sur les autres, mais sur une surface libre. On ne demande pas au feu d'être spectacle, on lui demande une chaleur proportionnée. On ne déplace pas une chaise bruyamment, on l'accompagne. On n'ouvre pas une fenêtre au hasard, on l'ouvre quand l'air a appris à ne pas blesser. Les femmes apprenaient, l'une rentrait chez elle et séparait l'étagère du pain de celle des clés, car la fin et le seuil ont des natures différentes. Une autre déplaçait la cuvette près de la meilleure lumière, une autre encore diminuait d'un doigt le niveau de l'eau pour laisser la soif enseigner aux racines le métier de la profondeur. Sur la table centrale, près du coquillage noir et de la carte d'eau, grandit un atlas domestique fait de signes brefs, cordes bien enroulées, aiguilles piquées dans des draps clairs, cuillères reposant le dos tourné vers la lumière, petits cailloux de grève alignés selon un rayon invisible. Nul ne commandait cet ordre.
Nul ne s'en attribuait le mérite. L'air, traversant pièces et objets, semblait en savoir plus long que ceux qui respiraient. Au village, peu à peu, se répandit une économie calme du geste. On ne laissait plus le seau renversé à même la porte, mais posé sur 2 tasseaux pour qu'il respire. Les filets, au port, étaient étalés de sorte que l'ombre ne fût pas toujours la même. La vaisselle, après le repas, ne s'empilait pas. Elle trouvait du souffle entre une pièce et l'autre, comme des corps qui dorment bien quand ils ne s'étouffent pas. Entre-temps, la carte d'eau accrochée au mur nord commença à changer. Ce n'étaient pas les traits de la main ancienne qui variaient, mais leur manière de répondre à la lumière. Certains matins clairs, le papier semblait absorber le ciel, et les veines de courant marquaient sur la surface une musique silencieuse, comme déportée. Certains soirs, quand la mer se taisait, quelques nœuds d'encre devenaient presque des points de chaleur. Les femmes comprirent que la carte n'indiquait pas une route extérieure, elle rendait visible le courant intérieur de qui la regardait assez longtemps. Elle ne disait pas où aller, elle apprenait comment être. Parfois, l'une d'elles s'approchait, la paume ouverte, et s'arrêtait à mi-distance, comme devant une flamme douce. Le corps se souvenait sans mots qu'on ne touche pas ce qui ne demande pas le toucher. Et pourtant le souvenir restait dans la main, comme une odeur de lin ou de pain, et accompagnait la journée. L'une, rentrée chez elle, réussit enfin à nommer son inquiétude sans en faire une faute. Ce n'était qu'un courant contraire sur un court passage, bientôt aligné. Le mur ouest, là où jadis avait été la cavité, avait désormais la paix accomplie des travaux bien menés. Aucun seuil visible, aucune promesse théâtrale. Et pourtant, à certaines heures, l'enduit posait une lumière plus claire au sol, comme pour dire que la frontière ne s'épuise pas dans un seul passage. Elle se renouvelle par les gestes cohérents. Cette portion de mur devint le point où certaines s'attardaient un peu. Elles ne demandaient pas de vision, ne cherchaient pas de signe. Elles restaient debout, la main ouverte le long du flanc, comme pour accorder leur souffle à celui de la maison. Après quelques minutes, le poids du jour se redistribuait, vint un hiver de ciel haut et de nuit transparente. Le froid éduquait. Les fougères de glace sur les vitres construisaient de brefs alphabets, et une enfant, montée avec sa grand-mère, s'ancra devant ces géométries. La grand-mère ne donna pas d'explication. Elle posa un linge sec sur la vitre avec la douceur qui apaise une plainte, puis l'ôta, laissant les fougères intactes. L'enfant comprit que tout ce qu'on peut effacer n'a pas vocation à l'être. Le village reconnut là une règle du soin, le nécessaire, pas l'excessif. Durant ces mois, l'étagère des objets, cette constellation de choses, s'enrichit. Un dé à la couronne mangée, un petit fuseau, une boîte avec 3 graines, un savon carré aux feuilles, un verre fin marqué d'un trait invisible, une épingle dégemée. La maison ne classait pas. Elle posait où l'air voulait, et les soirs sans vent, la lumière glissait sur ses surfaces comme l'eau sur la pierre, laissant chaque fois une clarté différente au sol. Arriva une femme aux mains de terre. Elle éleva de petits jardins patients, loin de la mer. On lui avait dit qu'ici, la mesure s'enseignait sans parole. Elle posa des graines de fenouil et de santoline dans une coupe de terre sur l'appui pour qu'elle voie la mer avant la terre. Elle resta à regarder l'air se déplacer entre fenêtre et porte. En partant, elle ne prit rien. Elle laissa avec les semences une pierre poreuse légère. Des mois plus tard, elle revint. L'écartement des rangs, dit-elle, elle l'avait appris entre ses murs, et la récolte avait repris souffle. La maison ne répondit pas. La carte eut un instant odeur de champ. Vint une femme qui ne pleurait plus. Non qu'elle n'eût pas de raison, mais elle ne savait plus où mettre l'eau du souvenir. Elle s'assit à la fenêtre nord, regarda la lame de l'horizon, resta. La maison n'essaya pas de délier. Elle laissa agir les odeurs de bois, de sel, de lin. Quand l'ombre d'un goéland passa, son souffle changea d'un rien, pas de larmes. Un poids tomba. Elle laissa un mouchoir propre, inutilisé, une permission. Le feu enseigna, mieux vaut chaleur partagée que chaleur abondante. La flamme basse, proportionnée. Une femme déposa une bûche avec un billet, demain. La bûche attendit. Le lendemain, elle brûla avec le son juste. Beaucoup comprirent, différer ce qui peut attendre,
pour répondre à ce qui appelle maintenant. Une odeur de lavande revint du mur ouest. Personne n'ouvrit. 3 femmes ajustèrent leur posture, dessinant un triangle. Ouverture, orientation, temps. La carte d'eau frissonna. Une lumière effleura la main de celle du fuseau. Pas de prodige, une remise. La tramontane apprit aux maisons du village à alterner les fenêtres comme des paupières. La maison de la mère montra le rythme, une puis l'autre, puis la première. L'air entra discipliné. Des mères retrouvèrent la paix des enfants avec ce seul protocole. Pluie oblique, linge qui sèche à l'intérieur, vapeur qui adoucit les angles, trace d'une goutte qui le lendemain n'est plus, mais demeure dans les gestes. La dessinatrice revint, accrocha ses courbes sans début ni fin près de la carte. Parenté reconnue, non concurrence. Les regards apprirent les courbes de la fatigue qu'il faut accompagner. Au printemps, la géométrie du soin devint chorégraphie. Napper une table pour soi seul, déposer le sac hors de la chambre, essuyer sans hâte, balayer du centre vers les murs, de petits théorèmes de joie sobre. Les corps s'ajustèrent, flancs retrouvés pour le sommeil, odeur de pluie pressentie, peur dite bas, est devenue moins mordante. Des raccords, non des spectacles. Une journée d'eau claire, bassine, linge tordu en nuages, cordes tendues dans la pièce. Le vent dehors est mauvais. Les murs boivent à la vapeur, reprenons-on. On sèche dedans ce qui dehors prendrait froid. Soir doux, fenêtre nord comme page. Porte ouest entr'ouverte. Air mesuré. Carte métronome. Souffle selon la phrase du jour. Une très vieille apporte le tissu bleu nuit. La maison reconnaît l'étoffe qui jadis accueillit la clé et l'anneau. 2 doigts sur l'ourlet, appuyez moins, la mesure s'apprend par la peau. Fleur minuscule dans le jardin de sel, cicatrice devenue texte. Orage doux, crochet, flamme basse, odeur de lin. Le matin, fil de sable, signature du temps, que personne ne balaye avant le soleil. On repart avec un mot plié. Aujourd'hui, doucement, séjourner, moins, ça suffit, merci. Des galets de langage au seuil. Un enfant dit merci devant la mère. Sa mère dit ça suffit quand le dos parle. Ainsi la carte d'eau intérieure devint peau. La maison, sans hausser la voix, tint ensemble le village comme on lisse un drap. Le 2e été s'éteignit en cuivre. Le mur nord et la carte gardèrent longtemps la clarté. Le coquillage ferma le jour d'un éclat sobre. Les femmes sortirent comme des vagues. Le sable dessina une courbe que personne n'expliqua. La mère dit sa syllabe. La maison répondit par son souffle. La nuit trouva la bonne page et s'assit, amie silencieuse. L'automne, au village, n'arrivait plus comme une contrainte. Il venait comme une invitation subtile à rentrer en soi, à reconnaître le pas lent du corps, le droit au silence. La maison sur le promontoire, que la mère avait adoptée comme son ambassadrice, ne perdait pas la lumière d'été. Elle la transformait, elle la muait en un clair obscur bas, intime comme la flamme d'une lanterne qui préfère éclairer de près plutôt que se déclarer de loin. Les femmes du promontoire, on les appelait, désormais ainsi même au village, se retrouvaient, non par décision mais par rythme. Nulle convocation, nul jour fixé. Lorsque le vent soufflait d'est et que l'eau redevenait plate comme du verre, leurs pas, à des heures différentes, commençaient à remonter le sentier. On disait que c'était la mer qui les appelait, et d'une certaine manière, c'était vrai. Le village, pendant ce temps, changeait sans s'en rendre compte. Les fenêtres restaient plus longtemps ouvertes, même quand le vent était froid. Le pain se pétrissait avec des mains plus lentes. Les puits rendaient une eau plus claire. Il n'y avait pas de magie en tout cela, il y avait imitation. La maison de la mère avait enseigné une posture, et cette posture, comme une contagion douce, s'était diffusée dans les murs et les corps. Les hommes qui partaient à l'aube, naguère soucieux de l'heure, remarquaient qu'ils respiraient autrement. Leurs rames entraient dans l'eau sans bruit, et les vagues répondaient plus dociles. Même les animaux avaient changé d'allure. Les chiens du port, qui d'ordinaire couraient sans but, se déplaçaient désormais avec lenteur, presque méditatifs, comme s'ils avaient appris la géométrie invisible de la maison, celle du pas juste, du non-gaspillage. Les hirondelles, en partant,
ne laissait plus de déchirures au ciel, mais des lignes régulières, précises. Au petit cimetière au-dessus du village, les vieilles, en nettoyant les pierres, se mirent à parler aux morts avec des paroles plus douces, moins suppliantes. Elles disaient « Aujourd'hui la mer est calme, tu aimerais ». Et ce ton, plus que 1000 prières, faisait fleurir les œillets sur les tombes. La maison, pendant ce temps, gardait son silence actif. Elle n'était plus seulement un lieu, mais un souffle collectif. Chaque femme qui y entrait emportait une parcelle de lumière et, en échange, laissait un fragment d'elle. Avec le temps, la maison ne se vida pas. Elle se remplit de présences invisibles, mais bonnes. Les murs, si on les écoutait de près, chuchotèrent des prénoms, non pour appeler, pour remercier. Un après-midi de pluie légère, une femme apporta un objet nouveau. C'était une petite bouteille de verre bleu, fermée par un bouchon de liège. Dedans, un billet roulé. Elle la posa sur la table près du coquillage noir et de la carte d'eau. Elle ne l'ouvrit pas. Personne ne l'ouvrit. La maison l'accueillit ainsi, comme on accueille une promesse qui ne demande pas de vérification. Les jours suivants, la bouteille sembla changer de couleur selon l'heure. Le matin, elle paraissait presque transparente. Au couchant, elle devenait sombre, profonde comme une nuit sans étoiles, mais pleine de calme. Au fil des semaines, les femmes remarquèrent que les rêves changeaient. Ils n'étaient point ni plus faits de peur ou de perte, mais de mouvement. Elles rêvaient d'eau, oui, mais non de tempête. Elles rêvaient de courts voyages, à pied, d'une pièce à l'autre, des rêves de retour, non de fuite, et dans chaque rêve, la maison était présente, parfois comme lumière, parfois comme voix, parfois comme vent qui ouvre la fenêtre sans faire peur. Au village, une fillette de 8 ans se mit à dessiner la maison, bien qu'elle n'y fût jamais allée. Elle la dessinait avec de grandes portes et des fenêtres qui regardaient en directions opposées. Elle disait à sa mère « C'est une maison qui ne ferme rien ». La mère souriait et ne corrigeait pas. Les enfants, plus que quiconque, sentent la vérité des choses. Une nuit, la mère se retira, plus que de coutume, découvrant une longue langue de sable jusqu'à la limite du promontoire. Tout le village se réveilla pour voir. Le ciel était clair, la lune pleine, et sur l'arène mouillée se reflétait la maison de la mère, renversée comme dans un miroir parfait. Les femmes s'immobilisèrent en silence sur la rive. Aucune n'osa avancer pour ne pas briser cette image. La maison, pendant ce temps, semblait respirer. Les fenêtres bougeaient à peine, comme des paupières. L'eau, calme, en rendait la forme comme une étreinte qui ne finit pas. Le lendemain, le sable porta un signe. Ni lettre, ni dessin. Seulement une longue ligne courbe qui partait de la rive et atteignait la base du promontoire comme une signature. La mère avait écrit son approbation. Des semaines passèrent. La maison, désormais, n'accueillait plus seulement des femmes. Des hommes commencèrent à venir, silencieux, humbles, sans prétention. Certains apportaient des filets déchirés, d'autres des outils de bois. Ils ne parlaient pas, mais réparaient en silence. Une rame, une chaise, une serrure. Ils laissaient chaque chose meilleure qu'ils ne l'avaient trouvée. Et c'était là la plus haute forme de dévotion. Un soir, l'un d'eux, un vieux menuisier, laissa sur la table un objet simple, un clou de cuivre plié en deux. La maison l'accueillit comme un don parfait. Dès lors, les jours de pluie, ce clou reflétait un petit rayon comme un cœur qui ne s'éteint pas. Le temps, autour du promontoire, se mit à s'écouler autrement. Personne ne savait plus dire quel jour on était, mais tous savaient dire quelle saison habitait le cœur. Les saisons, là, n'étaient pas faites de mois, mais de souffle. La saison du calme, la saison de l'attente, la saison du pain, la saison du retour. Quand venait la saison du retour, la mer changeait de couleur. Elle devenait dense, comme de l'huile, et le vent baissait. C'était alors que les femmes ressentaient le besoin de revenir à la maison. Certaines apportaient des dons, d'autres seulement leur présence. L'une apporta un éventail brisé, une autre, une petite lampe sans huile, une autre encore, une plume de héron trouvée le long de la rivière. Chaque chose, dans le silence, trouvait sa place. Et dans cet espace, la maison continuait de respirer, non plus comme au début, quand sa voix était celle de la mère, mais comme une femme mûre
qui a appris à parler bas, un souffle long, stable, qui accompagnait les journées comme un battement qu'on n'a pas besoin d'expliquer. Quand l'hiver revint, le promontoire n'eut pas de tempête. Les nuages se posèrent comme des tentes, et la mer, au lieu de s'emporter, resta basse et profonde. Les vagues arrivaient lentes, presque timides, comme si elles avaient appris à entrer en maison. Une nuit, tandis que la pluie tombait droite, la bouteille de verre bleu, celle restée close des mois, émit un son léger, comme un souffle dedans. Le bouchon bougea, mais ne tomba pas. La maison retint son souffle. Au matin, sur la paroi interne du verre, il y avait un petit signe, une spirale de vapeur, dessinée d'elle-même. C'était le même symbole qu'Isabelle avait trouvé jadis sur le mur ouest. Le cycle était revenu, non pour recommencer, pour se clore. La maison avait terminé son apprentissage d'être humain. Elle faisait désormais partie du souffle du monde. Les semaines suivantes, la mer devint plus lumineuse, comme si elle avait rendu au ciel une lumière gardée trop longtemps. Les femmes remarquaient qu'au couchant, chaque fenêtre de la maison brillait comme de l'or ancien. Et, les jours clairs, le sable devant le seuil montrait de petits signes ronds comme des pas légers. Personne ne les touchait. Tous savaient que c'étaient des présences gentilles. On disait qu'Isabelle revenait ainsi, par intervalles, pour s'assurer que la maison et le village respiraient encore d'accord, et de fait, tout respirait. Les femmes du promontoire, désormais plus âgées, vivaient avec la lenteur qu'on n'enseigne qu'avec les années. Les enfants, nés après, grandissaient avec cette mémoire incorporée. Ils marchaient lentement, parlaient peu, aimaient fort. Un soir d'été, la mère choisit de célébrer. Le couchant se déploya comme un drap d'ambre, et les vagues se mirent en une séquence parfaite, comme des notes d'un chant lent. Du village, les femmes montèrent. Elles n'apportaient pas de dons, pas de mots, seulement elles-mêmes, vêtues de clair. Elles entrèrent, la table était prête, sans nourriture, sans objet, mais pleine de lumière. La carte d'eau était suspendue, le coquillage noir reposait au centre, la bouteille bleue respirait doucement. Nul mot ne fut dit. La maison les reconnut, la mère les salua d'un long battement, et à cet instant, comme dans les bons rêves, chaque chose trouva place, le passé près du présent, la perte près de la paix, l'absence près de la présence, le long souffle de la joie, celle qui ne crie pas, qui ne s'exhibe pas, parcourut les murs, sortit par la fenêtre, descendit le promontoire, atteignit la mer. Et la mer, pour la première fois depuis des années, sourit. Au matin, la maison paraissait plus jeune. Les murs, polis par le sel et le temps, brillaient comme la peau après le bain. Sur la porte, le vent laissa une phrase invisible, audible seulement avec patience. Toute maison qui a aimé continue de vivre en ceux qui l'ont comprise. Et ainsi fut-il. Les femmes du promontoire retournèrent à leur vie. Le village respirait. La mère, qui avait tout commencé, gardait sa paix. Et la maison, comme une vieille amie, restait silencieuse, sachant qu'elle n'avait plus besoin de dire quoi que ce soit. Elle était devenue enfin maison du monde. Personne ne se souvint du jour précis où la maison du promontoire cessa d'appartenir à une seule époque. Sans doute parce qu'il n'était plus possible de mesurer le temps là où tout respirait selon le rythme de la mer. Dès lors, elle ne fut plus seulement un lieu, elle devint un héritage de lumière. Un héritage qui ne se laisse pas avec les mains, mais avec la façon de regarder, de marcher, d'être. Des années passèrent. Au village, les enfants qui avaient vu les femmes du promontoire gravir le sentier étaient devenus adultes. Leurs mains avaient appris la patience du bois, le langage des petits gestes. On ne parlait plus de miracles, parce que chaque geste de soin était devenu miracle suffisant. On disait que naître près de cette mer donnait déjà aux yeux une lumière calme, comme si le premier regard reçu venait d'une fenêtre de la maison. Le promontoire, avec le temps, devint une frontière aimée, non de séparation mais de souffle. Qui l'atteignait ne cherchait pas des signes extraordinaires, il cherchait la mesure de son propre silence, et l'ayant trouvé, il redescendait plus droit de dos, plus libre d'épaules, plus souple de pas. Les générations se passèrent la consigne comme une vieille recette, avec discrétion, presque honteuse d'avouer combien c'était simple. Elle disait
Quand tu ne sais plus où tu en es, va à la maison qui regarde la mer. Non pour demander, pour écouter. La mer, de son côté, ne cessa pas de changer de couleur. Chaque jour, elle choisissait une nuance différente pour rappeler que même la quiétude a droit à varier. Parfois de verre, parfois de plomb, parfois de soie. Mais quelle que fût sa robe, le souffle restait le même. Non le bruit de l'eau, mais l'intervalle entre deux vagues, cette pause parfaite où tout se tait et tout promet. Les pêcheurs apprirent à lire cette pause. Ils comprirent que le secret de la mer n'était pas dans la force des vagues, mais dans l'instant où l'eau retient son souffle avant de se remettre en marche. Et cet instant devint leur nouvelle horloge. Nul ne le savait, mais ce silence était la voix d'Isabelle. Sa mémoire, non comme fantôme ou légende, mais comme harmonie. Elle ne revenait ni en rêve, ni en récit, ni en signe visible. Elle revenait dans le souffle même de la mer, dans sa capacité à ne pas effrayer. Un printemps lointain apporta un événement subtil, invisible, décisif. Les algues sur la rive commencèrent à fleurir autrement. Leurs racines se disposaient en lignes courbes, spirales parfaites, semblables aux dessins qui ornaient jadis le mur ouest de la maison. Les pêcheurs ne s'en aperçurent pas d'emblée, mais les femmes, si. Chaque fois qu'elles descendaient, récolter des herbes, elles trouvaient ces formes, comme des traces d'écriture laissées par un vent savant. Elles comprirent, la mer apprenait à parler la langue de la maison. Une douceur nouvelle se diffusa, comme une odeur de pain chaud. Les voix au village devinrent plus basses, les gestes plus mesurés. Même la fatigue semblait moins rugueuse, comme si un fil invisible reliait chaque corps au souffle de la mer. La maison n'avait pas besoin de mots. Elle était vivante dans la manière dont on se saluait, dans la façon dont les mains se posaient sur les choses, vivante dans chaque geste qui ne blessait pas. Une nuit d'été, sous un ciel si clair qu'on eût dit la mer drapée d'argent, il se passa quelque chose. De la fenêtre nord, un fil de lumière, mince comme un souffle, se leva et s'étendit vers l'eau. Personne ne le vit, mais la mer le sentit. Elle répondit par une vague lente, sans bruit ni écume, seulement une caresse longue comme le promontoire. Ce fut le début de la renaissance de la mer. Dès lors, l'eau se fit plus limpide. Les coquilles revinrent lustrées. Les pierres polies brillèrent comme du verre. Les barques glissaient légères, sans grand effort. On disait que la mer s'était de nouveau éprise de la terre, qu'elle avait tout pardonné. La maison, elle, entra dans une nouvelle forme d'existence. Elle ne se détériorait pas. La chaux, au lieu de se fissurer, devenait plus lisse. Le bois ne pourrissait pas, mais se courbait avec grâce, comme un corps qui vieillit sans se blesser. Dedans, tout restait à sa place. La table, la carte d'eau, la bouteille bleue, le coquillage noir, l'étoffe bleue. Personne ne les avait jamais déplacés, et pourtant, ils ne semblaient jamais fixes. Chaque objet respirait, comme s'il avait appris de lui-même l'art d'attendre. Certains soirs, la maison émettait un son ténu, pareil au souffle d'un violoncelle lointain. Un son qui ne dérangeait pas, mais emplissait le silence de tendresse. C'était la voix de la gratitude, la voix de qui a assez aimé pour ne plus vouloir que demeurer. Des années plus tard, une jeune femme arriva de loin. Elle venait du nord, portait dans les yeux le gris des fleuves et dans les cheveux le vent des plaines. Elle ne savait rien de la maison, ni de la mer. Elle n'avait qu'une lettre trouvée au fond d'un tiroir, écrite dans une langue qu'elle ne connaissait pas. Elle contenait peu de mots. Le calme que tu cherches est déjà dans la mer que tu crains. Nul ne sut lui dire d'où venait cette phrase. Une aînée lui dit seulement « Monte au promontoire. Tu n'y trouveras pas des réponses, mais des reconnaissances. » Elle obéit. Le sentier était silencieux, couvert de lichen. Chaque pas portait l'écho de celle qui l'avait précédée. Quand elle atteignit la maison, la porte était entrebâillée. Dedans, la lumière était dorée, l'air calme. Sur la table, la carte d'eau l'attendait. La jeune femme ne comprit pas, mais sentit. Et ce fut assez. Elle s'assit devant la fenêtre nord. La mer immense respirait lentement. Dans ce rythme, elle trouva la mesure de son cœur. Elle ne pleura pas, ne rit pas, elle demeura. Et demeurant, elle comprit sans mots que cette maison, cette lumière, ce calme, n'appartenait ni à Isabelle, ni au village, ni à quiconque.
Ils appartenaient à la vie lorsqu'elle cesse enfin de courir. Quand elle redescendit, le soleil était déjà bas. Sur le promontoire, il ne restait qu'un reflet d'or. Le vent lui ébouriffait les cheveux avec délicatesse, comme des mains de mère. Derrière elle, la maison respirait. Devant, la mer se taisait. Et entre ces deux silences, la jeune femme marcha comme qui a reçu un don invisible mais entier. Au village, ce soir-là, elle rapporta une odeur de sel et de lin. Les femmes âgées la reconnurent tout de suite. Elles se regardèrent et sourirent. L'une d'elles dit seulement « Le calme est revenu ». Avec le temps, l'histoire de la maison cessa d'être un récit pour devenir coutume. Chaque femme, chaque homme, chaque enfant vivant près de la mer apprit à répéter les gestes justes, ouvrir les fenêtres quand l'air demande de l'espace, les fermer quand il faut protection, cuisiner lentement, écouter avant de parler. Ainsi, la maison du promontoire ne fut plus une destination, mais un modèle, une façon de vivre, une mesure de l'âme. La carte d'eau accrochée au mur nord resta où elle était, mais qui la regardait voyait toujours quelque chose de nouveau, un reflet, une courbe, une ombre, comme si la carte continuait d'écrire, sans plume, l'histoire de qui passait devant elle. Bien des années plus tard, une fillette, peut-être la petite fille de la jeune du Nord, entra pour la première fois. Elle trouva la maison pleine de silence et de lumière. Elle toucha la table, le coquillage, la vitre. Puis elle prit la carte d'eau et vit qu'en bas, dans un angle, était apparu un mot nouveau, un mot simple, tracé à l'encre bleu clair, presque invisible. Il disait seulement « Vis ». La fillette sourit, reposa la carte et sortit. Sur le seuil, le vent passa dans ses cheveux et lui fit fermer les yeux un instant. Dans ce petit obscur lumineux, elle entendit la mer dire son oui. Dès ce jour, personne ne douta plus que la maison eût une âme, mais personne ne chercha à la définir. Les âmes, quand elles sont grandes, ne veulent pas de définition. Elles veulent de l'espace. Elles veulent du souffle. Elles veulent rester vivantes dans la manière dont les mains touchent les choses, dont les yeux regardent le monde. Ainsi la mer, la maison, les femmes, les générations et le temps lui-même devinrent une seule, longue phrase. Une phrase qui ne finissait pas, qui ne demandait pas de ponctuation, qui ne prétendait pas être comprise, mais seulement vécue. À la fin, quand même le vent cessa de parler et que la nuit prit sa place avec dignité, la maison de la mer devint ce qu'elle avait toujours voulu être, non un refuge, non une légende, non un miracle, mais un cœur ouvert sur le monde, et quiconque passait, fût-ce un instant, sentait cette quiétude, celle qui ne console pas, mais fonde, et savait être arrivée. Car la paix, quand elle est vraie, ne se trouve pas, elle reconnaît qui est prêt à rester. Et ainsi, sous la lune reflétée sur la mer calme, le monde se fit plus léger. La maison respirait, la mer se taisait, et l'univers, pour une fois, parut complètement en paix avec lui-même.